La spoliation orchestrée par les nazis entre 1940 et 1944 a compté de nombreux instruments et documents musicaux. La musique populaire juive aux yeux des Allemands, en tout cas deux défauts, c'est qu'elle est populaire et qu'elle est juive. Donc ça suffit à justifier son élimination. Que sont devenus les trésors artistiques volés partout en Europe? La musique spoliée, le trésor secret des nazis, jeudi à 20h40 sur Toute l'Histoire. Ils avaient l'insouciance de leur âge, un avenir tout tracé, quand la guerre est venue bouleverser toutes les certitudes. Jeunes Français ordinaires, rien ne les distinguait. Et pourtant, en juin 1940, dans une France abasourdie par la rapidité de la défaite, ils furent une poignée à se révolter. Ils ont entre 15 et 24 ans. Guy Charmeau, Pierre Simonet, Claude Raoul Duval, Hubert Germain, Louis Cortot, Daniel Cordier, Jacques Hébert. Ils font partie des 1038 combattants de la France libre et de la résistance que le général de Gaulle a fait compagnon de la libération pendant et à la fin de la guerre. Et autour de moi, j'ai jamais raconté ma guerre à qui que ce soit. J'ai toujours été un sale gosse et j'ai eu toujours tendance à me révolter. Quand j'ai entendu ce discours, il faut cesser le combat, je me suis révolté immédiatement. Je suis le premier antipétiniste de France. On n'avait pas les armes, on n'avait pas les moyens, et puis pas la capacité non plus, faut être honnête. On avait la volonté. Écoutez, c'est la seule période que je recommencerai de la même manière. Nous avons été toujours certains qu'on gagnerait. L'acte essentiel que nous avons posé, c'était de prendre la décision de partir. Le reste, on se conduit plus ou moins bien, suivant les circonstances, en fonction de 36 choses qui ne sont pas toujours de notre volonté. Partir, tout quitter. Ils ont beaucoup à perdre, ces jeunes qui se lancent dans cette aventure à l'issue incertaine. Plusieurs d'entre eux sont des enfants de bonne famille. Leur environnement penche à droite, ou même à l'extrême droite, comme Claude Raoul Duval, descendant d'une lignée de négociants en produits coloniaux au Havre, ou Daniel Cordier, qui vit dans un cocon bourgeois à Pau. Jacques Hébert, lui, est le fils d'un industriel progressiste installé à Caen, où il a entamé des études de médecine. Mon père était plutôt type radical socialiste, si vous voulez, avec des idées de partage. Mon père avait été à la jeunesse catholique avant d'être mobilisé en 16. Et non, je crois que mes parents étaient plutôt des gens libéraux, si vous voulez. On m'a donné une bonne instruction, à mon avis. Quoique, il y avait des points sur lesquels j'étais souvent en révolte. Mais enfin, j'ai toujours été un sale gosse. Et j'ai eu toujours tendance à me révolter. À l'adolescence, comme cela se pratique dans les familles aisées, ce jeune homme turbulent est envoyé à Londres par son père pour apprendre la langue anglaise. J'étais tombé en Angleterre chez un major. J'ai rencontré chez lui des Hitlerjugend qui étaient sympathiques et qui m'avaient beaucoup impressionné. Si bien que quand je suis revenu en France, mon père nous a expliqué à mon frère et moi que ce n'était pas du tout la bonne voie. Mais même en France, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient qu'Hitler était quelqu'un de très bien, qui faisait régner l'ordre, alors que nous connaissions chez nous, disaient les gens, c'est vrai, pas mal de désordre après l'installation du Front populaire et la transformation qui s'est passée à ce moment-là. Dès que j'ai eu 13 ans, j'ai adhéré aux opinions politiques de mon beau-père, qui était Action française, c'est-à-dire royaliste, maurassien, etc., anti-républicain. Mon activité de propagande, de choses comme ça, me faisait renvoyer de partout. Ce qui m'intéressait, c'était de me bagarrer.
C'était de vendre l'Action française dans la rue, c'est d'avoir des réunions et puis d'avoir un œil poché ou de pouvoir me battre. C'était nul. Voilà. Fils de militaire, Hubert Germain a vécu en Afrique et au Moyen-Orient au gré des affectations de son père, un fils de paysan devenu général. Mon père, il était fanat républicain, bien entendu, et il était en même temps, si vous voulez, fanat armé. Parce que c'était l'armée qui lui avait permis, en fond, de mettre son pied à l'étrier, si vous voulez, dans la vie sociale. Voilà, alors j'ai grandi dans le respect de ses valeurs. Et puis j'ai grandi aussi dans le respect de la terre, d'origine paysanne. Je passais toujours mes vacances à la campagne, dans une ferme. Tout ça vous marque, si vous voulez. Tout ça vous marque. La famille Germain rentre à Paris. Le jeune Hubert, en révolte permanente, se fait renvoyer de toutes les écoles, aux grandes dames de son général de père. Père qui vient d'entrer au cabinet du ministre de la Guerre, un certain Philippe Pétain. Mon père était à son cabinet militaire. Et Pétain demande à mon père, et votre fils? Et alors, mon père lui a dit, c'est pas très brillant en ce moment. Et Pétain lui a dit, Germain, vous lui direz que je suis très mécontent de lui. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais il n'y avait pas 36 maréchaux de France en France. Et je me dis, il faut que moi, j'ai des problèmes à résoudre avec mon père, avec mes professeurs. Je suis pas très content de moi-même. Il faut qu'en plus un maréchal de France vienne se mettre sur mon chemin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je suis le premier antipétiniste de France. J'étais au lycée de Hanoï, dans le lycée Albert Sarraut, qui était vraiment un lycée d'élite. J'avais des condisciples vietnamiens. Ils dévoraient la culture française. Pour eux, c'était vraiment quelque chose de formidable. Ce qui fait que ça me donnait déjà une idée de la France et de la culture française qui était plus grande que celle que j'avais quand j'étais en France. Avoir cette admiration pour mon pays et pour ma langue et ma culture, c'était quelque chose de formidable. Après une jeunesse passée en Indochine avec son père, ingénieur dans les travaux publics, Claude Simonet est revenu en métropole pour se lancer dans des études de mathématiques à Bordeaux. Fils d'un petit fonctionnaire, Guy Charmeau est le plus âgé de tous. Il a 24 ans. C'est un homme du Sud. Né à Toulon dans une vieille famille provençale, il se destine à une carrière de médecin colonial. À la sortie de l'école de santé, j'ai été envoyé pendant 1 an à l'école du Pharo pour apprendre les médecines tropicales. Et j'aimais bien me promener en uniforme sur la Canebière en espérant attirer le regard admiratif des jeunes Marseillaises. Louis Cortot est le plus jeune. Il a juste 15 ans. Il vient d'un milieu populaire qui cultive depuis toujours des idées socialistes. Il a été élevé en Bourgogne. Chassés par la crise économique, les Cortot s'installent dans la région parisienne. Sa mère est concierge, son grand frère et son père, ouvriers en usine, militent à la CGT. En 1936, la famille s'enthousiasme pour le Front populaire. J'ai d'abord eu une éducation républicaine avec mes instituteurs, comme on les appelait, les hussards de la République. Vraiment, j'ai été appris, on m'a vraiment... l'histoire de France, c'était quelque chose d'important. La France, quand même, c'est quelqu'un dans le monde, quand même. C'est les droits de l'homme, ça vaut mieux liberté, égalité, fraternité, c'est formidable. Ça vaut mieux que travail, famille, patrie. Politiquement, je faisais partie des mouvements de jeunesse, et puis ensuite, il y avait quelque chose qui était très important pour moi. C'était une association, c'était l'aviation populaire. On pouvait voler, et puis il y avait des cours d'aérodynamique, des cours de mécanique. À cette époque-là, à 15 ans, c'était l'âge où c'est qu'on allait travailler. On était déjà directement dans la vie. Quand il y a eu Munich, bon, ben, il n'y avait pas d'illusion à se faire. C'était la guerre qui approchait. Les accords de Munich, signés avec Hitler en 1938, ne sont qu'un répit. Le conflit semble inévitable pour ces jeunes, marqués par les récits de la guerre de 14. J'avais le souvenir de la guerre de mon père et de ses amis qui parlaient de la boue, du froid, des rats, des guerres de tranchées. Je ne vais surtout pas
faire la guerre dans ces conditions. Donc c'était tout tracé de continuer dans l'aviation. Mais ce n'était pas dans le but d'être pilote de carrière, d'être militaire de carrière. C'était vraiment dans le but de faire la guerre dans des conditions de confort acceptables pour un être humain. C'est pour ça que j'ai décidé l'école de l'air de manière à être pilote. Je suis rentré à l'école de l'air pratiquement le jour de la déclaration de la guerre. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Hubert Germain s'inquiète des discours désabusés des généraux que son père reçoit à sa table. Il estime que l'armée française n'est pas en mesure de l'emporter. Pendant ces dîners, il y avait le général en face, moi j'étais à l'autre bout de la table, puis il y avait tous ces messieurs. En réalité, je les sentais d'abord âgés et puis fatigués. J'étais agacé parce qu'ils disaient « Ah, il va falloir remettre ça ». Et je me disais en moi-même « Mais c'est pas vous qui allez la faire cette guerre, c'est moi ». Je devais partir pour mon premier séjour en Afrique. Je devais partir au mois de septembre 1939 et puis il y avait la déclaration de guerre. J'étais dans un régiment d'artillerie coloniale qui était sur le front de la Sarre. L'atmosphère était telle, on ne savait pas que faire. C'était l'ennui, le désœuvrement. Et les hommes, c'était difficile de les occuper, de leur garder un bon moral. Et je me disais que, venant en Afrique, je ferais un travail plus intéressant et une opinion qui se répandait était que la guerre n'aurait probablement jamais lieu. Alors je suis donc parti pour l'Afrique en avril 1940 et j'ai appris l'attaque allemande. Personne ne s'est inquiété. On s'est tous dit, oh, bah, il va se casser la figure sur la ligne Maginot et il n'y aura pas de problème. Pourtant si. Le 10 mai, Hitler lance l'offensive. En un mois, l'armée française est écrasée par la Wehrmacht. C'est la débâcle. Les Français prennent le chemin de l'exode sous le harcèlement des avions Stuka, dans la pagaille la plus totale. Des milliers de soldats sont faits prisonniers. Les blessés, les morts s'entassent sur les bas-côtés des routes. Le maréchal Pétain devient le président du Conseil le 16 juin et annonce la capitulation le lendemain. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi les moyens de mettre un terme aux hostilités. Le lundi 17 juin, le maréchal Pétain, le nouveau chef du gouvernement, allait parler à la radio à 12h30. Nous étions sûrs qu'avec lui, il allait annoncer la contre-offensive générale et que, enfin, les Allemands allaient être écrasés, liquidés en quelques semaines, peut-être quelques jours. Et, au milieu de son discours, il a dit j'ai demandé les conditions d'armistice à nos ennemis. Et je me souviens très très bien. Je suis monté dans ma chambre, je me suis jeté sur mon lit et j'ai sangloté. Et vous voyez, même aujourd'hui, en vous racontant ça, j'ai sangloté. Mais au bout d'un quart d'heure, d'une demi-heure, tout d'un coup, je me suis relevé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, la France est contre Pétain. Il y a 40 millions de Français. 40 millions de Français peuvent écraser 1 million d'Allemands. Bon, je suis allé me promener dans la ville. C'était un spectacle horrible parce que les gens étaient au café, ils riaient, ils vivaient comme à l'ordinaire. Ça, c'était pour moi terrible. J'ai écouté à la radio le discours du maréchal Pétain qui était pour moi un déclencheur, qui m'a frappé. Il a dit que l'esprit de jouissance l'avait emporté sur l'esprit de sacrifice. Et je crois que ça détermine très très bien ce qui s'était passé en France. C'est que le Français moyen n'avait absolument pas envie de faire la guerre, mais pas du tout, du tout. Et quand on a parlé d'armistice, ils étaient tous ravis d'échapper à la guerre. À ce moment-là, je me trouvais donc à Bordeaux, en train de prendre mon repas avec ma mère, ma sœur et mon frère. Et j'entends à la radio
la voix chevrotante du maréchal Pétain. Quand j'ai entendu ce discours, il faut cesser le combat, je me suis révolté immédiatement. Ça a été un déclic. Je suis parti tout de suite, j'ai même quitté la table et je suis allé voir mes copains pour bavarder avec eux et savoir si on pouvait faire quelque chose. Le 22 juin, l'armistice est signé à Rotonde, dans le wagon où la défaite de l'Allemagne avait été entérinée en 1918. Hitler tient sa revanche. Les Allemands paradent dans Paris, tandis qu'à Bordeaux, Hubert Germain prépare l'entrée à l'école navale. Les examens aux grandes écoles avaient lieu à ce moment-là. Paris venait d'être pris, et je me suis retrouvé dans la salle d'examen. Vous savez, on était là, on avait 5 heures devant nous, je me souviens de le devoir de maths. Hein. Au bout de 10 minutes, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas tout de même pas être officier dans une armée qui va être à la solde des Boches. Je suis allé remettre ma copie vierge, puis il fallait remettre une copie. On me dit, mais vous avez 5 heures devant vous. Ça ne m'intéresse pas. Il y avait une autre urgence qui prévalait, c'est le sort de la France, et pas le mien. Bien décidé à poursuivre le combat, le jeune homme fait part de ses intentions à un de ses généraux, ami de son père. Et je lui dis, ben voilà, je vais partir faire la guerre. Alors là, stupéfaction de la part du général, et qui me dit de façon solennelle, mais c'est pas possible, le gouvernement a décidé que la guerre était arrêtée. Tu dois te plier à ça. Et je lui ai répondu, mon général, je n'ai rien à faire des décisions du gouvernement. Moi, je veux faire la guerre que vous avez perdue. C'est là le début de la résistance. Tous ces jeunes sont révulsés par le discours de Pétain qui marque le début de leur engagement. Une prise de conscience au départ individuelle. Il n'y avait pas beaucoup qui avaient l'esprit d'aventure de partir et de tout laisser pour un avenir totalement incertain. Le 19 juin ou 20 juin 1940, on pouvait imaginer comment la guerre allait évoluer. D'autant plus que nous n'avions d'ailleurs pas entendu l'appel du général de Gaulle du tout à ce moment-là. Nous avions pris notre décision tout seuls. Il se trouve que mon père, qui était à Bordeaux à ce moment, nous a dit « Mais j'ai entendu hier un général à la radio, il s'appelle le général de Gaulle, le nom est facile à retenir, et il a demandé que tous ceux qui veulent continuer la guerre viennent le rejoindre en Angleterre. » On a trouvé une justification évidente à notre décision. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Je rencontre un jeune et il me dit, écoute, il paraît qu'à Saint-Jean-de-Luz, il y a des cargos qui embarquent. Les Anglais qui embarquent les restes de l'armée polonaise. Alors ok, on part avec mes 2 valises que ma maman m'avait préparées. Et à Saint-Jean-de-Luz, il y avait 2 ou 3 cargos qui étaient en rade. J'étais vêtu d'une capote que m'avait filée un soldat polonais pour que j'ai l'air d'un soldat quand je saute dans la barque. Et puis 1 heure ou 2 après, même pas, notre cargo est parti. Je suis arrivé 5 jours après à Liverpool. C'est par le même chemin, en embarquant dans les derniers ports du sud-ouest pas encore occupés par les Allemands, que Germain, Simonet et Cordier gagnent l'Angleterre entre le 19 et le 22 juin 1940. Daniel Cordier débarque à Southampton, puis il est conduit à Londres au centre de recrutement des forces françaises libres, installé dans un vaste hall d'exposition, l'Olympia. Et alors, ça, c'est un des moments les plus émouvants de ma vie. C'est que il devait être 10h ou 10h30 du soir. Nous avons pensé que nous étions seuls, que nous étions les premiers, enfin, je ne sais pas. Et là, je revois notre officier qui a dit « Attendez 1 minute, je vais allumer ». On a vu des jeunes qui étaient en chemise de nuit, en pyjama, etc., qui étaient aux étages. Tout d'un coup,
Nous avons chanté la Marseillaise. Pardonnez-moi, mais c'était extraordinaire. Nous avons signé notre engagement, j'ai l'engagement 313. Nous avons vu le général de Gaulle quand il est venu à l'Olympia. Et il est venu à l'Olympia et il nous a dit « Je vous félicite pas, vous n'avez fait que votre devoir ». Bon, c'est quand même un peu dur. Enfin, il avait de la gueule. Alors, ça nous a impressionnés quand même. En réalité, de Gaulle, comme chef, je prends là comme chef de guerre, il nous a permis, en nous rassemblant, d'être fidèles à notre destin. Si nous avions été seuls, nous serions peut-être dispersés, plus ou moins bien. Mais lui nous a rassemblés. Ceux qui avaient les moyens financiers, le plus souvent les jeunes bourgeois, sont en Angleterre. Ils sont répartis entre les différentes armes des forces françaises libres. Ah ouais, moi, bien sûr, je voulais être aviateur. Mais ils m'ont dit, est-ce que vous avez déjà des heures de vol? Non. Alors j'aurais dû dire oui. À ce moment-là, ils m'auraient pris et de toute façon, ils m'auraient formé. Finalement, Simonet rejoint l'artillerie, Cordier les services secrets, Germain la Légion, Hébert les blindés, Raoul Duval l'aviation. Ils reçoivent en urgence une instruction militaire. Ils piaffent d'impatience. Ils veulent se battre. C'est en Afrique, en Haute-Volta, dans un poste où il soigne les populations locales avec 4 autres médecins français, que Guy Charmeau apprend l'armistice. Nous avons décidé qu'on ne pouvait pas le laisser passer comme ça. Nous avons donc rejoint le Cameroun et on a de Gaulle a débarqué. Il a passé en revue les officiers qui étaient là. Un mois, il m'a demandé docteur, que désirez-vous? Et je lui ai dit, mon général, je veux être dans une compagnie combattante. Et il m'a répondu, vous irez là où on vous dira d'aller. C'est comme ça. Dès lors, ces jeunes engagés ne vont plus être maîtres de leur destin. Ils répondent aux ordres. La guerre, l'histoire en marche vont décider pour eux. La reconquête de la France passe par le ralliement des colonies. De Londres, la petite armée constituée par le général de Gaulle, les forces françaises libres, partent en 1941 en Syrie. Ils vont combattre d'autres Français restés fidèles à Pétain. Nous nous sommes battus contre les armées de Vichy en Syrie. En tout, nous étions 2000 et nous pensions qu'il y aurait un combat d'honneur et qu'ensuite la Syrie se rallierait à la France libre. Pour nous, ça semblait évident. Ça a été une guerre sauvage. Nous avons perdu beaucoup de monde. Ça a été mon seul mauvais souvenir de toute mon équipée dans les forces françaises libres. Pendant ce temps, la chape de plomb allemande s'est abattue sur la France. Louis Cortot vit à Paris et travaille en usine. Il observe avec colère la majorité des Parisiens qui s'accommodent de l'occupation. Il veut se battre, mais comment faire? Beaucoup de personnes disent comment vous avez fait pour rentrer dans la résistance et ainsi de suite. C'est vrai que pour rentrer dans la résistance, il n'y avait pas de boutique, d'officine, ça n'existait pas. C'était le bouche à l'oreille. Là, c'était très long. Alors, c'était très long pour que tous ces gens-là arrivent à comprendre et puis à rejoindre plus ou moins la résistance, parce qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de personnes qui avaient dit non, quoi. Dès 1941, Louis Cortot intègre l'OS, l'organisation spéciale du Parti communiste. Ce sont les débuts dans la clandestinité, le temps des premières actions. On a bénéficié de gens qui étaient des anciens prisonniers de guerre qui étaient évadés, des gens qui avaient fait la guerre d'Espagne. C'est monté en puissance tout doucement. On n'avait pas les moyens, on n'avait pas les armes, on n'avait pas les moyens, et puis pas la capacité non plus, faut être honnête. On avait la volonté. Voilà, c'est déjà pas mal. Formé par les services de renseignement britanniques, Daniel Cordier est parachuté en France comme radio en juillet 1942. À Lyon, il doit rencontrer un responsable de la résistance, du nom de Rex. Nous avons sonné. La dame paraissait prévenue parce qu'elle a ouvert et très gentiment, elle a dit « mais entrez, je vous en prie ». Elle nous a ouvert tout de suite la porte du salon et
Au fond de la pièce, il y avait un homme assis dans un fauteuil qui était penché en avant. Et quand il a entendu la porte qui s'ouvrait, il a regardé. Et à ce moment-là, il s'est levé et il est venu vers nous. Il était très élégant. Il avait une veste de sport, il avait un pantalon gris, évidemment une cravate. Et il s'est tourné vers moi et m'a dit bonjour, que vous avez fait bon voyage. Cette rencontre est décisive pour le jeune Cordier, qui ne connaîtra la vraie identité de Rex, Jean Moulin, qu'après la guerre. Le deuxième rendez-vous a lieu dans un restaurant, un soir. Rex est arrivé très souriant et il m'a dit asseyez-vous sur la chaise. Et il s'est assis à ma place parce que de ma place, il voyait l'entrée. Il était très jeune, il était très gai ce soir-là, très souriant, c'est comme ça qu'il m'apparaît. Et puis le repas était fini, on s'est levé, puis on est parti. Il faisait nuit. Et on a remonté le bord du Rhône, et il m'a dit, regardez le numéro, regardez le nom de la rue qui était à quelques mètres, et vous viendrez demain matin à 7 heures, je vous garde comme secrétaire. Et donc, à 7h moins 5, je sonnais dans son appartement. Il est venu m'ouvrir. Il était en bas de chemise, il était mais toujours très élégant, Et il m'a dit, tenez, prenez ce document, vous me le rapporterez ce soir, une fois que vous l'aurez décodé. Et ainsi de suite. Pendant ce temps, à 3000 km de là, l'armée du général de Gaulle, la première DFL qui a conquis la Syrie, poursuit sa course dans le désert libyen. Simonet et Germain vont rejoindre un poste avancé du nom de Bir Hakeim, sous le commandement du général Koenig. Il s'agit de stopper l'avancée de l'Afrika Korps de Rommel vers l'Égypte. On était comme des navires, on voyait à 10 km, pas plus, et puis de temps en temps, on tombait sur un Allemand, on se mettait en embuscade, on tirait dessus, ou bien on se faisait tirer dessus sans savoir pourquoi. La guerre au désert a été un type de guerre particulier. Implicitement, il y avait une connivence entre les Allemands et nous. Parce que le désert, il fallait le conquérir. Eux de leur façon et nous de la nôtre. On n'a jamais, comment dirais-je, empoisonné un puits. On n'a jamais démoli un signal qui avait été placé là. Il servait aussi bien aux Allemands qu'à nous. Le 27 mai 1942, au matin, Allemands et Italiens lancent une grande offensive pour faire sauter le verrou de Bir Hakeim. Il se trouve que nous avions installé un champ de mines conséquent, que d'autre part nous avions des canons anti-chars, et en moins de 2 heures, il y a 35 chars italiens qui ont sauté, qui ont été détruits. Ils se sont repliés. Et nous, dans cette bagarre, nous n'avons eu qu'un blessé. Qu'est-ce qu'on a pu ramasser comme bombe sur la figure? Quand vous n'avez pas participé vraiment à un combat, ou être pris sous un orage particulier de fer et d'acier, vous vous demandez ce que vous voyez. Et vous dites, de la façon dont je me comporterai dépendra le respect définitif de mes chefs et de mes légionnaires. Il se trouve que le dernier jour, nous avons tiré les 150 derniers obus, quoi. Il n'y avait plus rien. Et heureusement que les Allemands n'ont pas attaqué ce jour-là, sinon ils nous faisaient tous prisonniers. Nous étions 3600. Le jour de la sortie, on a peut-être perdu 800. Beaucoup de tués, de gens qui se sont perdus dans le désert. Quand vous êtes en plein terrain, que toutes les mitrailleuses se mettent à péter dans tous les sens, vous vous dites, c'est fini. Vous vous dites, d'accord, la vie est terminée pour moi. Et vous n'avez aucun regret. Et vous ne pensez à rien d'autre. Vous allez vous accomplir dans la mort. Vous n'avez pas peur non plus. Et vous êtes possédé par une rage de vivre qui fait que toutes vos forces, comment dirais-je, vous-même, ils vous conduisent justement en contact avec l'ennemi. Mais alors, c'était un succès stratégique extraordinaire, Bir Hakeim.
parce que nous avons retardé Rommel pendant 15 jours. Ces 15 jours, il ne les a jamais rattrapés. Et pendant ce temps-là, les Anglais ont pu recevoir des renforts qu'ils ont fait venir d'Arabie Saoudite, d'Égypte, et organiser la résistance à El Alamein. Après Bir Hakeim, les forces françaises libres participent à la victoire des Anglais à El Alamein. Raoul Duval dans son avion et Jacques Hébert dans son char poursuivent les Allemands qui refluent à travers la Libye, puis la Tunisie. Les Allemands qui étaient là-bas, les Allemands de l'Africa Corps, dans l'ensemble, étaient des types magnifiques. C'était pas du tout le genre des Allemands qu'on a connus pendant la campagne de France. Il y a une colonne allemande qui s'est rendue. Ces Allemands disent « Sind Sie Franzosen ?» Êtes-vous des Français libres? On a dit oui. Puis c'était, on les a trouvés sympathiques. On les a gardés 3 jours avec nous. On a discuté, on a bu ensemble du whisky italien. Nous étions plus des frères que des ennemis. Les blindés, en roulant sur le sable, c'était des grands nuages de fumée qui montaient jusqu'au ciel. Ça montait très haut. Il n'y avait pas beaucoup de vent, ça montait verticalement. Alors on voyait les tanks. Moi, ce que j'ai vu, c'était les tanks anglais qui faisaient ça. Ils faisaient un grand nuage de fumée, de poussière, et puis ils se cachaient derrière, et puis ils allaient au bout, et ils attaquaient par l'extérieur. C'était assez fascinant à voir ce mouvement des troupes au sol. Sa mission en Afrique terminée, Claude Raoul Duval retourne en Angleterre et participe au raid aérien sur la France. Là, on était à 12 avions, et il fallait traverser le barrage de DCA. On savait que c'était un barrage dense. On allait contre un mur de feu, on voyait les balles traçantes qui montaient. Alors, ça, j'ai eu plusieurs fois peur dans ces attaques en piqué. Le 17 avril 1943, sa formation est attaquée au-dessus de la Normandie. J'ai été assez rapidement abattu au mois d'avril. Là, j'ai eu un moment de grande peur. Quand je me suis retrouvé suspendu mon parachute, ça allait très bien. Mais pendant quelques secondes ou minutes, c'était très désagréable. Gravement blessé à la jambe, Claude Raoul Duval est pris en charge par un groupe de partisans et exfiltré via l'Espagne et Gibraltar vers l'Angleterre, où il reprendra le combat. En France, la résistance s'amplifie. Louis Cortot et les combattants de la première heure se sentent moins seuls. Les réseaux se structurent, s'organisent. Cortot appartient au mouvement des francs-tireurs et partisans. Il multiplie les opérations de sabotage. Il fait dérailler des trains transportant des chars allemands, grenade en convoi des jeunesses hitlériennes, plastique des officines collaborationnistes. Puis il organise un maquis en Seine-et-Marne. On a fait ce qu'on a pu. Il y avait tout un tas de choses. C'était pas difficile à choisir. Il y avait les voies de chemin de fer, il y avait les voies fluviales, il y avait les usines allemandes et ainsi de suite. J'étais pas loin de chez Renault, il y avait du pain sur la planche. C'est-à-dire, on était organisé de façon à en savoir le moins possible. Le moins on en savait, mieux on se portait. Autrement dit, on connaissait, mettons, 5-6 personnes. C'est tout ce qu'on pouvait connaître. Envoyé par le général de Gaulle pour unifier la résistance intérieure, Jean Moulin et son secrétaire Daniel Cordier, qui se partagent entre Londres, Paris et Lyon, vivent dans la clandestinité. Il m'avait dit, finalement, quand nous serons en public, dans la rue et tout ça, au restaurant, ne vous étonnez pas si brusquement je vous parle de l'art, de la peinture, de la sculpture, choses comme ça, de manière à ce que les gens croient que vous êtes mon secrétaire parce que je suis peintre. Brusquement, dans la rue, sur un trottoir, dans un tramway, évidemment. Brusquement, il me parlait de Picasso, de Cézanne, de Manet, de Braque. Pour moi, c'était absolument inconnu. Je ne savais pas de quoi il parlait. Petit à petit, vous savez, j'ai eu une quinzaine de personnes autour de moi. J'avais affaire à tous les gens qui voulaient une réunion, qui voulaient faire une réunion, qui voulaient avoir des ordres.
savez, tous les problèmes de la résistance, eh ben, ils étaient là et tout le monde m'en parlait. Mais je n'avais pas de pouvoir. J'écoutais, je disais, ben, je vais transmettre, je verrai Moulin, etc., etc. Chaque fois qu'il y avait une opération, on m'apportait 10 millions, 20 millions, 30 millions. Ça grossissait. Vous savez, à la fin, le budget du dernier mois de la résistance a été 500 millions. Et bon, j'avais un imperméable, toutes les poches de mon imperméable étaient gonflées, tout ça. Et je n'étais pas rassuré de me trimballer avec une somme comme ça. Daniel Cordier est à Paris lorsqu'il apprend en juin 1943 l'arrestation de Jean Moulin à Lyon. Le métro est arrivé et j'étais assis sur le premier banc et le wagon en face de moi, presque en face de moi, la porte s'est ouverte et j'ai vu mon courrier qui est descendu et qui a commencé à marcher très vite chez moi. Et donc je me suis levé et je suis allé vers lui. Et il m'a dit « Rex ». Il est arrêté à Lyon. Mais il n'avait pas besoin de dire ça. Quand il a dit Rex, j'ai compris. J'étais tout d'un coup anéanti. J'étais anéanti parce que tout le monde, tout l'entourage de Moulin, y compris moi, devait être arrêté, sauf lui, parce que c'était le patron. Un mois plus tard, en juillet 1943, c'est le débarquement en Italie. Le deuxième front, tant réclamé par Staline à ses alliés occidentaux pour soulager l'armée rouge à l'Est, s'ouvre enfin. Germain, Charmeau, Simonet participent à cette campagne. Les combats sont très durs. J'ai eu pour moi deux ou trois fois, plusieurs fois, l'impression d'aller à la mort avec certitude. J'ai beau être à peu près le païen, il m'est arrivé de refaire une prière de mon enfance que je croyais bien être la dernière. Reconverti comme observateur aérien, Pierre Simonet suit l'offensive à bord d'un Piper. C'était des petits avions qui pesaient 450 kilos, qui marchaient à 100 km à l'heure. Il y avait un poste radio, le pilote et moi. Notre arme, c'était une jumelle, une paire de jumelles pour voir. On se penchait par la fenêtre et on regardait, et on avait la radio, on communiquait. Une fois, c'était après la libération de Rome. Les Allemands avaient décroché et nous ne savions plus très bien jusqu'où ils étaient partis. Alors, je décolle avec mon Piper Cup et je survole à 500 mètres d'altitude une petite route sur laquelle nous étions déjà, nos fantassins s'étaient déjà engagés. Et à ce moment-là, je reçois un coup de téléphone de mon régiment qui me dit « Les Américains demandent la permission de tirer sur ce village ». Je dis « Ne tirez surtout pas, nous y sommes ». Tandis que les Alliés avancent au prix de pertes considérables en Italie, le 6 juin 1944, c'est le débarquement en Normandie. Claude Raoul Duval assure la couverture aérienne de l'opération Overlord. Il est aux premières loges. Le ciel était encombré de gros porteurs anglais qui tiraient, chaque gros porteur qui tirait 2 ou 4 planeurs derrière le gros porteur. Les planeurs se détachaient, tournaient en rond, allaient se poser, et il y avait d'autres avions qui larguaient des parachutes. Et les parachutes étaient de toutes les couleurs. J'avais le soleil derrière moi. Ces centaines de parachutes, de toutes les couleurs, posés sur son cap, qui descendaient sur la Normandie, au sol. C'est une vision absolument extraordinaire. Le 15 août 1944, à l'autre bout de la France, les forces françaises libres participent au débarquement des Alliés en Provence. Hubert Germain pose le pied sur la plage de Cavalère. Il va remonter avec son unité vers Paris. Vous êtes sur un bateau de débarquement, c'est l'heure, vous êtes appelé, vous descendez dans la barge. On l'attrape, ça baisse, vous s'enfoncez. Vous êtes tendu comme une corde de piano, puis tout d'un coup, paf toc. Vos jambes se dérobent.
Et puis, vous savez qu'est-ce qui arrive? Vous pleurez. Je suis de retour. Le lieutenant Jacques Hébert débarque le 2 août 1944 sur une plage de sa Normandie natale. Avec la 2e DB du général Leclerc, il arrive sur Paris 3 semaines plus tard et participe au combat à l'entrée de la capitale. On arrive sur Paris, alors moi c'était pas glorieux, puisqu'entre la Belle Épine et puis le cimetière de Fresnes, je me suis trouvé là, dans le mauvais sens, avec une contre-attaque allemande. J'étais au milieu des chars allemands. Alors, je me suis fait tirer dessus, mon chauffeur a été tué. La Jeep est partie dans le décor sur le côté, mais il y avait un trou, j'ai sauté dans le trou, puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'allais être fait aux pattes. J'ai remis le moteur de la Jeep qui brûlait, l'arrière de la Jeep brûlait, en marche. Le moteur a démarré, j'ai pu rejoindre le cimetière de Fresnes. Sans attendre ses sauveurs, Paris s'est soulevé le 10 août. Louis Cortot est agent de liaison d'Henri Roll-Tanguy, qui coordonne l'insurrection depuis son QG sous la place d'Enfer Rochereau. J'étais venu chercher les ordres à l'état-major de Paris avec Roll-Tanguy. Et puis, donc, on repartait en Seine-et-Marne en voiture. Des Allemands qui étaient retranchés, qui nous attendaient sur la Nationale 7, là. Ils nous attendaient, qui nous ont alignés. Et puis, c'est comme ça que j'ai été blessé, quoi. J'ai été blessé le 25 août et 26 août. La libération était pratiquement finie. C'est sur son lit d'hôpital à l'Hôtel-Dieu que Louis Cortot entend sonner les cloches de Notre-Dame. Jacques Hébert, qui vient d'échapper au pire, libère la place de la Concorde, puis se retrouve au milieu de la liesse générale. Après, on était dans le bassin des Tuileries. Là, dans les Tuileries, c'était très bien. Il y avait des tas de gens qui nous embrassaient. On était dégueulasses, couverts de mazout, etc. Mais enfin, on nous embrassait quand même. Certains d'entre nous, dont j'ai été, on s'est mis en slip et on s'est baigné dans le bassin des Tuileries. Paris, c'était tellement beau en été. Vous savez, pour nous, ça nous semblait extraordinaire. On rêvait de Paris depuis des années. Puis c'était merveilleux. Et puis alors, pour nous, alors les jeunes qui étaient, enfin des garçons quand même, on était très impressionnés par toutes les filles qui circulaient à bicyclette. Elles avaient des corsages, elles étaient jolies comme tout. Et ça courait de tous les côtés, c'était merveilleux. Alors j'en ai embrassé des quantités, malheureusement ça n'a pas été plus loin. Pendant 4 années, ils avaient rêvé de ce moment. Mais pour les libérateurs, le retour en France ne se fait pas sans déception. Quand vous filez vers Toulon, où il fallait se battre, et que vous voyez les Français attablés sous les petites paillettes en roseau, vous savez, buvant le machin, l'anisette, etc., disant « Ah, bravo, allez-y, allez-y !» J'avais honte. Les légionnaires me disaient « Mais ils viennent pas avec nous ?» L'amertume se gonflait en nous. La France, oui. Et les Français, non. Le seul acte de guerre que j'ai vu qui était moche, c'était des prisonniers allemands qui ont été lâchés sous les arcades par une foule de gens qui leur ont tapé dessus. Alors il y avait des tas de types qui avaient foutu leur uniforme et puis qui prenaient nous donner des leçons. Hein. C'était ce qu'on appelait les naphtalinards. On a tous eu des affaires disciplinaires parce que nous, on saluait que les types de nos unités, mais pas les autres. Paris libéré, la guerre n'est pas terminée pour autant. Les unités combattantes, galvanisées par la foule descendant les Champs-Élysées autour du général de Gaulle, reprennent la route vers l'est de la France, puis l'Allemagne. Elles font leur jonction avec les armées remontées du sud, dont celle d'Hubert Germain. En Alsace, il est aux avant-postes avec ses légionnaires. Mais il y a des moments, si vous voulez, suivant en Alsace, où nous étions dans l'hiver 44-45, très dur d'ailleurs. Il faisait tellement froid que tous les corps des Allemands étaient gelés, complètement congelés. Et à un moment donné, il y avait un moulin qui s'appelait le moulin du Ride, et pour grimper de ce côté-là, il manquait des marches. Voilà, c'est tout. Alors on a entassé. J'ai pris une fois cet escalier. Et j'ai eu honte.
Et je me suis dit, j'ai pensé, est-ce que peut-être tu aurais été la mère de ces soldats, quels qu'ils soient, soldats allemands, là. J'ai eu honte. C'est vous dire à quel point, finalement, la guerre est pernicieuse, en ce sens qu'elle peut ramener l'homme à des conditions purement animales. L'Allemagne capitule. La guerre est terminée. La France exulte. Elle salue ses héros. Dès novembre 1940, le général de Gaulle avait créé l'Ordre de la Libération. Il voulait surtout récompenser ceux qui l'ont suivi dès le début et pendant les 4 années de la guerre. 1038 hommes et femmes seront ainsi faits compagnons de la Libération. Parmi eux, Cordier, Charmeau, Germain, Hébert, Simonet, Cortot. Cortot qui, en novembre 1944, est décoré sous l'Arc de Triomphe par le général de Gaulle en personne. J'ai eu une estafette qui est venue et puis qui m'a dit « Bon, ben, vous avez été désigné pour recevoir la Croix de la Libération. » Donc, on est venu me chercher le 11 novembre de bonne heure. Et puis ensuite, on m'a emmené à l'Arc de Triomphe. Et puis, le général de Gaulle, que je ne connaissais pas, il m'a demandé ce que j'avais fait, enfin, un vite fait. Et puis, maintenant que décoré, il m'a dit, bon, ben c'est bien, continuez, il m'a dit. Voilà. Continuez. Je considère que j'ai eu la Croix de la Libération pour tous mes camarades qui n'ont malheureusement pas eu la chance de connaître même la Libération, qui ont été tués, déportés, ou j'avais eu des éclats de balles explosives. L'œil était perdu, des éclats dans la tête, bon, ben, c'était comme ça. Donc il a fallu que ça se stabilise, et puis donc après je suis retourné dans la vie civile, quoi. Et c'est là que j'ai été travailler après dans l'aéronautique. J'ai eu beaucoup de mal pendant mes études. Beaucoup de mal quand j'ai repris mes études. Quand j'ai démissionné de l'armée et que j'ai repris mes études, ben, j'étais habitué à commander 150 bonshommes ou 180 bonshommes. J'étais habitué à une vie relativement aisée. Bon, j'avais des voitures, j'ai toujours eu tout ça. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à bicyclette, ici à Caen. Je suis tombé sur un imbécile un jour, ici, il me dit, ah ben, vous avez mis du temps à faire votre première année. Évidemment, j'avais mis 6 ans à faire ma première année. Je lui ai refoutu sur la gueule. Vous savez, pour sortir de la guerre comme ça, il m'a fallu vraiment 5 ans, au moins, pour éviter certains réflexes, pour comprendre certaines situations. Nous étions des insolents. Nous étions des insolents, c'est la vérité. Et puis, tout devait plier et casser devant nous. Pas méchamment, mais parce qu'on s'estimait dans la vérité et dans le droit. Et nous avions participé à la résurrection de la France. Nous étions là. Comme m'a dit un pharmacien ici qui avait la plus grosse pharmacie de Caen, il m'a dit, pour nous, tu étais un reproche vivant. Parce qu'eux, ils sont restés. Ils ont fait leur beurre, ils sont restés. Ils n'ont pas eu l'idée de faire quoi que ce soit, ni de s'engager. Bon, petit à petit, il a fallu prendre contact avec la réalité française, qui n'était pas bien belle, ni pas très facile, il faut bien le reconnaître. Mais j'ai des amis qui en sont morts, qui ont été blessés. Ils disent, la déception était tellement folle, si vous voulez, elle est tellement misée qu'ils n'éprouvaient plus le courage de la nécessité de vivre davantage. Il y a certainement beaucoup de gens pour qui c'était la grande aventure et qui s'en sont jamais remis. Et autour de moi, j'ai jamais raconté ma guerre à qui que ce soit. Des gens sont très stupéfaits d'apprendre tout d'un coup que j'avais été un résistant. Je peux dire que ça a été les plus belles années de ma vie. C'est ce que je peux dire, c'est ce que je dois à la France libre. Et ensuite, pour moi, une fois la guerre finie, j'ai complètement tourné la page. La vie a repris dans une France qui retrouve son insouciance des temps de paix. Mais Daniel Cordier, lui, n'a pas oublié Jean Moulin. Il se rend régulièrement devant l'hôtel Lutetia à Paris, où arrivent les déportés, avec l'espoir, vite insensé, de le voir revenir. J'ai été attendre à tous les trains jusqu'au dernier. Et je pensais à une seule chose, c'est que Jean Moulin, j'allais revoir Jean Moulin. Je ne sais pas comment vous expliquer. Jean Moulin est toujours
il est toujours vivant. Il est à côté de moi, il est là. Pardonnez-moi, mais je vous explique comment je vis un souvenir. Il n'est jamais mort. Le temps passant, Daniel Cordier décide de clore enfin cet épisode de sa vie. Il se lance dans le commerce d'œuvres d'artistes contemporains. Mais en fait, cette vocation le rattache encore à la guerre et à Jean Moulin. Il y a surtout une autre chose que je lui dois, parce qu'elle a changé ma vie, c'est l'amour de la peinture. Il me disait, ah mais, vous verrez, je vous montrerai Goya quand on ira au Prado. Je vous montrerai beaucoup de peintures, et au Prado, vous comprendrez ce dont je parle. Si j'ai une vie un peu intéressante, c'est à cause de lui, puisque c'est lui qui m'a appris la peinture et que c'est dans la peinture que j'ai fait ma vie. Ces engagés de la première heure furent de ceux qui ont sauvé l'honneur de la France. Et pourtant, ils refusent toujours d'en tirer la moindre gloire. Alors moi, ce que j'admire, alors vraiment j'admire, ce sont les types qui ont été autour de Jean Moulin, ces gens-là qui ont vécu dans l'inquiétude, parce qu'ils pensaient qu'ils seraient arrêtés d'un moment à l'autre. Je pense que les types de la résistance ont fait beaucoup mieux que nous. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de mérite d'être entré dans la résistance, parce que toute mon éducation, toute ma façon de voir les choses, c'était une suite normale. C'est vraiment pas, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Par contre, il y a des gens qui pensaient complètement différemment, qui sont venus à la résistance. Alors là, chapeau, là, parce que là, c'était quand même un des gens qui étaient antisémites, Action française, des groupements de droite, des groupuscules, et qui sont venus vraiment. Alors là, chapeau, parce que vraiment, là, eux, ils ont fait vraiment un travail formidable. Oh ben, écoutez, c'est la seule période que je recommencerai de la même manière. Si la France était battue, je partirais à Londres et je m'engagerais sous les ordres du général de Gaulle. C'est la seule période que je recommencerai. Le reste,